Téléspectateurs de la région de Tombouctou, merci de cette confiance renouvelée au programme de Renouveau TV et bienvenue dans votre émission Les Grands Jurys. Ce soir, le grand jury reçoit Monsieur Baba Moulaye Aïdara, il est ancien ministre, aujourd'hui responsable d'une formation politique ici au Mali. Il est notre invité. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous dans l'émission Les Grands Jurys. Monsieur le ministre, merci de cette toute première comparution devant les grands jurys. C'est moi qui vous remercie. Avec moi, donc, pour vous interroger ce soir, Abdraman Keïta. Lui, il est directeur des publications du journal Le Témoin, non moins directeur par intérim aussi du journal Le 22 septembre. Keïta, merci d'être là. Merci. Bon, quand le propriétaire est là, il ne peut pas être intérimaire. Elhadji Chana Takiou, il est directeur, le véritable directeur de publication du journal Le 22 septembre. Elhadji, merci d'être là. Merci beaucoup. Bon, on lui a retiré l'intérimaire dès mon arrivée. Donc, je me mets à l'infinitif, il n'y a pas de problème. C'est mon véritable remplaçant. Et je suis Oumar B. Sidibé pour ceux qui nous suivent sur la radio Renouveau FM ou la 98.1 FM. Monsieur le ministre, votre observation sur la composition du jury? Je suis à l'aise avec le jury. C'est des personnes que je connais très bien. D'abord, je vous suis régulièrement à la télé et vous avez parlé ce soir de Tombouctou, même si je sais que ça ne me servira à rien que d'être de Tombouctou comme eux, mais c'est quand même des jeunes frères compétents qui travaillent sérieusement et beaucoup pour mieux construire le pays. Et je sais que d'habitude, ce que je suis sur votre plateau, c'est des débats que je trouve très constructifs et même productifs. Et c'est extrêmement important, donc je suis très heureux de me retrouver en face d'eux et en accusé. Et vraiment, merci beaucoup pour m'avoir donné l'occasion de me faire juger. Okay. Merci. Ce soir, je saurai qui je suis peut-être. Voilà. Merci. Nous, Keïta, déjà, que vous inspire d'avoir Baba Moulaye Aïdara ce soir. Effectivement, c'est un invité de luxe qu'on a longtemps cherché quand même. Aujourd'hui, c'est arrivé. Et vraiment, on ne peut que l'accueillir positivement, sa présence ici. En termes d'attente? En termes d'attente, c'est clair qu'il est... C'est pour cela que je dis que c'est un invité de luxe. Un invité de luxe parce qu'il fait partie du dernier gouvernement qui a été renversé. Je pense que c'est une des rares fois qu'on a un invité de cette qualité qui fait partie du dernier gouvernement qu'on a renversé. Donc ça fait quand même sa particularité en tant qu'invité. Et puisqu'on ne gouverne ni inutilement ni innocemment, donc il y a beaucoup de choses à apprendre certainement de lui en tant que sous cette casquette-là. Ensuite, vraiment, j'ai bien apprécié la perception qu'il a du grand jury. Ça veut dire que c'est l'homme que j'avais connu par le passé, il est resté le même. Il s'est toujours caractérisé par un état d'esprit démocratique. Et pour ceux qui ne le savent pas, c'est quand même un acteur du mouvement démocratique de la clandestinité. On va en parler certainement. Je suis sûr, comme il l'a dit, il est déjà prêt. Il a affiché les couleurs. Et que le débat sera constructif et très utile pour ceux qui nous suivent. Chana, tes perceptions de départ? Bon, je pense que dans le contexte actuel où les hommes politiques fuient le grand jury parce que certains ne veulent pas ou ne peuvent pas s'assumer, que Baba Moulaye Aïdara accepte d'être notre invité, je pense que c'est une très bonne chose. Et c'est courageux de sa part. C'est un homme qui s'assume. C'est un Tombouctien bon teint. Les Tombouctiens s'assument. Donc vraiment, je ne suis pas étonné qu'il ait répondu présent à notre appel. C'est l'un des cadres compétents du régime de fin d'Ibeka. C'est un cadre chouchou, aimé par le président Ibeka en raison des principes, des valeurs qu'il incarne. Et je pense qu'il incarne toujours les mêmes valeurs. Nous allons le vérifier, le savoir au cours du débat, si c'est toujours le même Baba Moulaye que je connais, compétent, dynamique, avec ses principes.
avec une certaine résolution ferme. Quand il croit en quelque chose, il y croit, il fonce. C'est sa grande Je vous laisse ouvrir le bal, déjà. Monsieur le Président. Qui êtes-vous? Certainement. Comme c'est votre première fois au grand jury, nous voudrions que vous vous présentiez à nos téléspectateurs. Qui est Baba Moulay Haïdara. Je sais que vous avez passé par Dakar, milité dans la démarche-association, tout ça là, plusieurs fois ministre. Mais grosso modo, est-ce que vous pouvez nous parler? Succès très rapidement. Qui est Baba Moulay Haïdara? Baba Moulay B, j'allais dire même. Oui, j'avais pensé quand il a dit Oumar B. Moi, je suis Baba Moulay B aussi. Et c'est d'ailleurs le nom le plus connu. Bon, vous avez déjà tout dit. Je suis Baba Moulay Haïdara. Ce soir, je préfère dire que je suis président du Parti malien du travail et de la refondation qu'on appelle le PNTR. C'est vrai, j'ai été ministre dans le régime défunt, mais pas le dernier gouvernement, parce que le dernier gouvernement, c'était le gouvernement de 6 membres là. Nous avions démissionné le 11 juin 2020. Et c'est le gouvernement de 6 membres qui a chuté le 18 août 2020. Ce gouvernement de fortune. La précision, elle est faite. C'est bien quand même. Ce gouvernement de fortune, je n'ai pas compté parmi les gouvernements. C'est vrai. Ça ne veut pas dire que je fuis. Non. J'ai quand même été 3 fois ministre pendant ce régime-là. J'ai dirigé le département des transports et du désenclavement, du développement industriel et de la promotion des investissements, et j'ai fini par le ministère de l'Agriculture. Et c'est vrai, comme vous l'avez dit tantôt, je suis arrivé en politique très jeune, parce que militant de l'UNEM, étudiant à l'université de Dakar, je me suis retrouvé militant de la SMD, Association des scolaires maliens à Dakar. Je n'avais jamais milité à l'INGM, ça nous a valu ce que ça nous a valu. Je ne vais pas revenir sur tout ça. Je fus également parmi les tout premiers militants de l'ADEMA, que nous avons fondé, nous, à Gao, en son temps. ADEMA Association. ADEMA, non, je n'ai pas fait l'ADEMA Association. J'ai fait plutôt l'AJDP. Mais j'étais secrétaire général de l'AJDP à Gao. J'étais président de la CAOJ à Gao. Mais comme parti politique, j'ai choisi de militer dans le PASJ. ADEMA, le Parti africain pour la solidarité et la justice. Et le premier congrès de la jeunesse ADEMA, j'étais le premier président de la première commission d'investiture qui avait vu Doumbia être élu président de la jeunesse. Kone, justement, Kone. Qui plus tard est parti au milieu. Moussa Kone qui est parti au milieu. Voilà, Moussa Kone qui était parti au milieu. Avec les Hamassissé. Exactement, avec les Hamassissé, les Alessandra Amé. J'ai failli être retenu, mais je vais vous dire qu'en son temps, Gao fait déjà un clin d'œil à Alassane Dramé qui est un voisin du quartier. Ah bon, voilà. Gao avait dit en son temps, oui, les jeunes. Al-Qaïdali était même membre du bureau du comité exécutif des jeunes. Moi, je n'ai pas été membre, j'ai été président de la commission d'investiture. Mais la même année, j'ai été élu au sein de la section parti. Donc, il faut dire que j'étais jeune, mais je n'ai jamais milité dans les structures de jeunesse. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, j'étais déjà dans la section parti de Gao. Alors, je suis resté là. Votre maturité. Bon, maturité, c'est peut-être trop dire, j'étais quand même autour de la trentaine à l'époque. Je fais partie également de ceux-là qui avaient quitté l'ADEMA dans les années 2008-2009. On voyait quelque chose arriver. Donc, nous, on est partis et on était les tout premiers à avoir créé Alternative 2000. 99. Et puis je me suis retrouvé parmi également les militants fondateurs du Rassemblement pour le Mali, le parti que dirigeait, paix à son âme, le président Ibrahim Boubacar Keïta. J'avoue honnêtement que de ce parcours, j'ai beaucoup appris. J'en suis fier. Monsieur le ministre, le RPM vous a tout donné. Vous avez été 3 fois ministre sous IBK avec le régime du RPM. Mais qu'est-ce qui explique votre démission des Tisserands? Bon, c'est très simple. Je vais d'abord vous rappeler que le RPM ne m'a pas recruté. J'étais un militant. Je fais partie de ceux-là qui ont fondé le RPM. Donc, je n'étais pas recruté pour un quelconque emploi. J'ai mis toute mon intelligence pour la création de ce parti. J'ai mis toutes mes énergies, mes moyens, tout ce qu'un militant devrait faire pour travailler et faire d'un parti un outil utile pour son pays. Je l'ai fait. Donc, je ne pense pas que ce soit une récompense. Je pense plutôt que c'est une marque de confiance et un mérite.
Donc, si je devais quitter pour des raisons, en son temps, j'avais dit que je partais pour des raisons que je gardais pour moi, mais en fait, ce qui se passait quand je partais ne convenait plus à mon éthique de la chose politique. J'ai choisi donc de partir. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Non, en fait, je dis, la façon de gérer n'était pas celle qui me convenait. Mais je n'avais absolument pas de problème avec qui que ce soit ou quiconque. Et j'ai décidé de partir et je l'ai publié. J'ai préféré écrire au parti, je l'ai publié, j'ai fait intervenir un huissier de justice pour annoncer à l'ensemble de la nation que je suis désormais parti. Parce que je pensais et j'avais la conviction que je pouvais travailler et apporter ce que je devrais apporter à ce pays autrement. D'accord, on va en parler. Allez-y, effectivement, pour rebondir sur ça, mais ce qu'il y a, c'est qu'en réalité, si vous avez attendu tout ce temps-là pour partir du RPM que vous avez connu, le seul parti où vous avez pratiquement milité aussi longtemps, ou bien peut-être plus longtemps même qu'à l'ADEMA, on a comme l'impression que vous abandonnez le bâton en ruine. Est-ce que c'est parce qu'il n'y avait plus rien à tirer du RPM que vous l'avez abandonné? Non, ce n'est pas parce qu'il n'y avait plus rien, parce que je suis parti du RPM, je n'ai couru derrière qui que ce soit. Je ne suis pas en train de courir derrière quoi que ce soit. Je cours derrière le Mali parce que seul le Mali m'intéresse. Donc j'ai quitté le RPM, pas parce qu'il n'y avait rien. Je suis resté au RPM combien d'années pour être ministre? Je suis devenu ministre juste 2 ans, 8 mois. 2 ans, 8 mois. En tout cas, un peu moins de 3 mois, un peu moins de 3 ans. Mais quand je devais partir, j'en ai parlé avec qui de droit? Je préfère taire. Ok, bon. Et j'ai expliqué pourquoi je partais. Mes raisons étaient comprises par qui devait les comprendre. C'est le lieu, le moment de dire clairement les raisons pour lesquelles vous avez quitté le RPM. Jusqu'à présent, de façon comme ça, on ne comprend pas, on ne voit pas de façon concrète. On a dit que c'est pour convenance personnelle. Pour lesquelles, convenance personnelle, c'est vague. Est-ce que vous pouvez nous préciser? Est-ce que parce que Bokar Tereta avait une attitude dictatoriale, quelles sont les raisons, les vraies raisons pour lesquelles vous avez abandonné les Tisserands? Je ne dis pas que Bokar Tereta avait une attitude dictatoriale, mais je ne me reconnaissais pas dans la façon de gérer le parti quand je quittais. D'accord. Okay, mes principes et ce qui se passait ne collaient pas. Et j'ai choisi de partir. Ok, donc, voilà. Monsieur le ministre, vous venez dire sinon, je ne dirais pas qu'il était dictateur ou qui que ce soit était quoi que ce soit. C'est pourquoi je dis, je ne parlerai pas de quelqu'un. Mais ça ne me convenait pas la façon de gérer. C'est une prise de la preuve, c'est qu'à l'heure où je vous parle, nous n'avons pas la même façon de voir. Auparavant, le parti était bien géré. Et après la chute du régime Ibeka, il y avait eu subitement, une autre manière de gérer le parti. Bien avant la chute de Ibeka, bien avant le départ de Ibeka, il y avait quand même des courants au sein du parti. C'est vrai. Voilà. Et ça, je sais que vous le savez autant que moi, sinon plus que moi. Et on n'était pas très à l'aise entre nous. D'accord. Donc, si on sent que le départ est mieux que de rester, il vaut mieux partir pour laisser les gens vraiment gérer comme ils le pensent. Okay. Sinon, j'ai quitté parce que, à mon avis, à l'époque, et je continue d'être dans la même conviction, la preuve, c'est qu'en ce moment où je vous parle, nous ne parlons pas le même langage, nous ne sommes pas dans la même ligne politique et nous ne soutenons pas les mêmes principes. Donc, c'est pour vous dire que jusqu'ici, je reste dans ma logique. Ça ne me convenait plus. Pas la même ligne politique, voilà. Mais là vous m'inspirez une autre question. Oui. Parce que vous avez dit que la façon de gérer le parti. Oui. Je pense que la façon de gérer le parti n'a rien à voir avec la ligne politique du parti. Ça n'a rien à voir. Les orientations idéologiques du parti ne sont pas ceux qui étaient en cause lorsque vous quittez. Mais la façon de gérer administrativement, c'est à cela que vous reprochez quelque chose. Keïta, vous et non pas à la ligne politique. Que ce soit un parti ou une entreprise ou quelque organisation que ce soit, quelle que soit son idéologie, elle ne vaudra que par la valeur des hommes qui l'animent et des hommes qui sont chargés de la mise en œuvre de cette idéologie ou de cette façon de voir. Donc vous pensez que la façon de gérer interne à l'interne, donc la façon de gérer à l'interne a influencé la ligne politique du parti que vous avez connu? En tout cas, la façon de gérer ne me convenait plus et j'ai choisi de partir. Donc, je peux terminer. Monsieur le Président et Monsieur le Ministre, vous venez de le dire, vous avez affiché une grande fierté d'avoir collaboré avec Ibeka. Et c'est l'occasion vraiment de vous demander, et vous êtes vraiment la personne peut-être la plus indiquée, ou une des personnes les mieux indiquées pour répondre à cette question. Qu'est-ce qui n'avait pas marché pour que l'homme qui avait été pratiquement plébiscité en 2013 et réélu en 2018 tombe comme une feuille morte aussi rapidement en 2020, vous qui avez connu ce régime-là? Qu'est-ce qui n'avait pas marché? Bon, qu'est-ce qui n'avait pas marché? Il faut dire que
je pense avoir commencé à parler de cela d'ailleurs en vous disant que la façon de gérer ne me convenait plus. Vous savez que... Là, on ne parle plus du parti, régime. hein. Non, je viens. Oui, on parle du régime maintenant. On parle du régime. Oui. Qui était à la tête du régime? C'était le président Ibrahim Boubacar Keïta, paix à son nom, pour lequel j'ai tout le respect du monde et toute l'estime qu'il faut. Il était en même temps président fondateur. On l'appelait comme ça d'ailleurs, du RPM. Le RPM était supposé être le parti au pouvoir, le parti quand même qui incarnait, sinon le support politique du régime dont on parle. Donc quand ça ne va pas dans le régime, c'est que ça ne va pas dans l'appareil politique qui est supposé soutenir le régime. Donc à un moment donné, il faut reconnaître qu'il y avait une véritable incompréhension entre le président fondateur et le parti. Il y avait quand même beaucoup de bruit, beaucoup de... Le parti a contribué à sa chute, vous voulez dire? Bon, je ne dis pas que le parti a contribué à sa chute, mais le parti... Je veux dire qu'il n'y a pas d'articulation Je voulais juste dire qu'à un moment donné, entre le parti et le président, il y avait énormément de problèmes. Ce qui a fait que certains militants avaient choisi certaines dispositions, certaines décisions du président, parmi lesquelles moi, et d'autres étaient ailleurs. Donc on ne voyait pas tous de la même manière. Et quand votre machine politique ne correspond pas à vos idées, sinon à vos décisions, il va de soi qu'il y ait un déséquilibre au sein de tout le système. Voilà ce qui explique pourquoi le régime a beaucoup tangué et finalement a chuté. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand vous ne vous entendez pas sur certains principes, les populations vivent certaines difficultés, les populations sont frustrées par rapport à certaines prises de position, sinon à certaines pratiques, il faut le dire. Parce que moi, je dis, je suis de ce régime, mais je reconnais quand même qu'il y a eu beaucoup d'erreurs. Il y a même eu des fautes. Alors, si cela faisait que la population commence à se révolter elle-même, les militants, entre eux-mêmes, ça n'allait pas. Certains pensaient d'une façon ou d'autre, d'une autre manière. Alors, il va de soi qu'il y ait un certain désordre. Vous êtes vraiment en train de nous dire que le bilan d'IBK, pendant les 8 années qu'il a eu à gérer, ou bien, je pense, c'était 8 ans, hein? C'était 8 ans. Oui. Ou bien 9 ans, ou bien je sais pas. 7 ans était vraiment négatif. Non, je ne le dirais pas. Bon, alors, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que vous avez dit, vous avez parlé. Il a été, on sait tous comment on peut se faire réélire. Parce que surtout quand on est président sortant, ça arrive à n'importe quoi. De la même manière, ce dont vous avez dit, les incompréhensions qu'il peut avoir entre le régime et les populations, ça c'est des choses qu'on peut fabriquer exactement. Mais, concrètement, dans quel secteur réellement le régime a failli par rapport aux promesses faites aux Maliens? Mais si tu prends toutes les promesses faites au Mali n'ont pas été trahies en réalité. Beaucoup de choses ont été réalisées. Moi j'ai été ministre de l'Agriculture, c'est sous le régime IBK que nous avons atteint 15%. Donc vous me dites qu'il n'y avait pas lieu de faire tomber le régime alors? Non, je ne dis pas qu'il n'y avait pas lieu de faire tomber le régime. Je dis tout simplement qu'on ne peut pas dire que tout a été un échec, du tout. Il y a bien eu des choses qui se sont passées, et même très bien. Donc le régime méritait, vous, le régime méritait de chuter? Je n'ai pas dit ça. Le régime ne méritait pas de chuter. Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez nous dire les grandes réalisations de ce régime? Bon, moi je pense que je ne viens pas ce soir. Surtout au niveau du développement rural que vous avez eu à gérer. Une des plus grandes réalisations, c'est que le budget alloué au développement rural était de 15%. Ça, c'est très important. Les tracteurs. Oui, mais les tracteurs, ça a commencé depuis le régime ATT. Hein. Ça n'a pas commencé qu'avec... Mais les 1000 tracteurs, c'était avec mais bien sûr, les tracteurs étaient là. Okay. Un régime a ses forts et ses faiblesses. Il faut reconnaître quand même que le régime ne méritait pas de partir. Et nous avons engagé toute forme de discussion. Moi, j'étais de ceux-là qui pensaient qu'il fallait négocier avec le mouvement du M5-RFP. Il fallait négocier avec tous les mouvements qui étaient opposés au régime, au système. Je pensais comme ça, honnêtement. Mais il faut dire qu'un tout, c'est un tout. D'accord. On était dans un ensemble où tout le monde ne voyait pas de la même manière et certains étaient même en train de jouer autrement. Alors qu'il était mieux, j'avais dit d'ailleurs en son temps, je crois que c'était sur cette chaîne-là, j'avais dit que les Maliens sont les enfants d'une même cour, même si nous sommes dans des chambres différentes. Il faudrait quand même qu'on se retrouve sous l'arbre de cette cour et qu'on discute. Que vous soyez M5 ou que vous soyez pro-IBK, n'oubliez pas quand même que vous portez tous l'étiquette malienne. Monsieur le ministre, on va essayer de voler un peu. Votre nom,
lié quand même à la relance, à la reprise du train aujourd'hui. Le train, la question du train, c'est devenu un serpent de mer aujourd'hui. Même sous votre gestion également, le train n'a pas effectivement été relancé. Quel a été le problème sous votre gestion? Non, tu sais, vous savez, le train, il faut le dire que le chemin de fer avait été très mal géré en son temps. Bien avant le régime IBK, bien avant même le régime ATT. Il faut dire que le chemin de fer avait été très mal géré. Et même pas que le chemin de fer seulement. Les gens aiment bien parler du chemin de fer, mais beaucoup de gens oublient la Somiex. Beaucoup de gens oublient la Somalibo, l'OPAM, la Socoram. Ça ne finit pas. Beaucoup de sociétés avaient été créées entre 60 et 68 qui avaient disparu. Comment? C'était une question de gestion. Et ça, en son temps, je me rappelle, j'avais été interpellé devant l'Assemblée nationale. Je l'ai expliqué comme ça. On était en train d'y travailler et on faisait en sorte que la gestion soit commune, Sénégal, Mali, qu'on se mette ensemble et qu'on remette une véritable société sur pied. Parce que de cette société dépend en grande partie notre développement. Parce que c'est le Dakar-Niger, c'est-à-dire la mer à Dakar et le port de Koulikoro. Le port de Koulikoro, c'est le fleuve Niger et c'est ce qui permettait de rallier Dakar jusqu'à Gao à partir du chemin de fer. Bon, malheureusement, on était en train d'y travailler. Un bon projet a été monté avec, en son temps, une société étrangère. Et moi, j'ai piloté ce projet-là à un moment. Société sud-africaine? Pas sud-africaine, c'était avec des Émiratis. C'était avec DP World. On avait discuté, on avait atteint même un certain niveau. Moi, je me suis même déplacé et je sais que le dossier n'a jamais été négligé. Il continue d'être géré et le dossier, il est d'actualité. Sauf que vous avez appelé à l'époque, vous avez annoncé la reprise en grande pompe du train, mais malheureusement, c'était de mon devoir d'annoncer la reprise parce que nous étions en train de travailler à la reprise effectivement du chemin de fer et nous y croyons. Et je félicite en ce moment le régime en place qui est en train d'y travailler. Parce qu'en réalité, le chemin de fer est vital dans le processus de développement de notre pays. Cela est clair. Donc, ce n'est pas une question de grande pompe, mais en réalité... Sauf que c'était à l'approche des échéances... C'était à l'approche des élections présidentielles. Oui, c'est ce que je vous dis. Juste pour capter l'électorat kaysien. Monsieur Sidibé, j'étais ministre, j'étais politique. Oui. Donc, vous savez très bien, dans le débat politique, on profite de toutes les situations. Oui, sinon, la réalité, c'est que ce projet, il est un vrai projet. Il a été monté avec toute la technicité qu'il faut. Et les rentabilités étaient prouvées. Et le projet n'est pas mort. Il continue encore. Oui, mais allez-y, Chana. Monsieur le ministre, nous avons parlé du régime IBK, du M5 RFP tout à l'heure. Et beaucoup de gens ne comprennent pas que Baba Moulé Hidara, ancien ministre du régime de faim, qui se retrouve subitement avec les tombeurs de ce même régime pour les soutenir à fond, sans gants et sans complexe. Comment expliquer votre soutien, votre engagement, votre détermination à accompagner ce régime putschiste? Vous savez, il faut quand même retenir une chose, c'est que j'ai tantôt dit ici que j'ai quitté mon premier parti parce que je ne me reconnaissais pas dans ce parti à travers certaines situations qui, à mon avis, n'étaient pas, de mon point de vue, les meilleures pour gérer le pays. Et en ce moment, ce qui compte pour moi, c'est d'abord le Mali. Je vais vous faire une révélation aujourd'hui. C'est que je n'ai jamais rencontré qui que ce soit de ceux-là qui gèrent en ce moment le régime, qui gèrent le pays. Jamais en tête à tête, je n'ai rencontré personne. Et c'est un colonel, personne? Aucun. Ça, je peux vous le dire en ce moment. Mais ce que je vais vous dire, c'est que c'est le Mali qui compte pour moi. Et le Mali qui compte pour moi, il est en ce moment géré par d'autres Maliens. Et je ne vois pas de différence entre un Malien et un autre. Choguel quand même? Non. Non plus. Je ne l'ai pas rencontré non plus. Nous n'avons jamais discuté de ce pays. Je ne l'ai pas rencontré. Et comment est-ce que vous êtes engagé comme ça là? Je suis engagé parce que je suis engagé pour le Mali. Il s'agit du Mali. Pourquoi je me mettrais en reste lorsqu'on est en train de gérer les affaires de mon pays? Ce pays qui m'a tout donné. Et je n'ai pas autre chose que ce pays. Je n'ai pas autre chose que le Mali. Je suis obligé de m'engager et je serai engagé jusqu'au bout. Et mon parti a choisi d'ailleurs de soutenir le système en place. Et on se reconnaît dans tout ce qui se passe en ce moment. Vous savez, moi je pense que l'homme politique le plus dangereux, c'est celui qui refuse de se remettre en cause. Quand vous sentez que les choses ne collent pas, ou les choses ne vont pas dans la direction souhaitée, ou la direction qui fera le bien-être de vos populations, mais il n'y a aucune honte de reculer, de se redresser et de retrouver le chemin que l'on pense être le meilleur.
C'est comme ça que moi je vois la vie politique. C'est comme ça que je vois l'exercice de l'action politique. C'est pas autre chose. Donc, j'accompagne le Mali. Et le Mali, en ce moment, est dirigé par un certain nombre de concitoyens qui sont en train d'aller dans une voie qui convient à moi, à ma réflexion, à ma façon de voir les choses. Qu'est-ce qui m'empêcherait de les accompagner? Je n'en ai aucune honte, je n'ai aucun complexe. D'accord, allez-y, Voilà. Keïta. Mais en les accompagnant, Il vous a fait perdre le fil, hein? on m'a fait perdre le fil, effectivement, puisqu'on était en train de parler de train, ça a Oui. parti directement. On peut y à ça. rester. On peut rester au train. Oui, hein, allez-y. ouais, effectivement, puisque moi, je voudrais que sujet, si ne je me faisons dise- pas de coq. Allez-y. Allez-y, Keïta, s'il vous plaît. Allez-y. On devait continuer sur le temps. Allez-y, Il y a Keïta. quelque chose sur ça, c'était donc pas il faut terminé. aller sur ça. On a Ouais. terminé, on n'a pas assez de temps. Keïta, allez-y, s'il vous plaît. Monsieur le ministre, c'est vrai, je vous ai bien écouté, vos motivations de soutenir ces régimes, mais on connaît, vous avez quand même une histoire. Oui. Vous avez des valeurs que vous avez défendues par le passé et que vous incarniez. Tout à fait. Et vous êtes connu sous cette identité-là, Tout à en fait. réalité. Tout à Or, toutes ces valeurs, aujourd'hui, malheureusement, sont en cause avec ce régime. Les gens se plaignent. Ah oui, les valeurs sont en cause. Les valeurs démocratiques sont quelque part mitigées dans ce régime. Les droits ne sont plus les mêmes que ceux pourquoi vous vous étiez battu par le passé et que vous avez obtenu en tant qu'acteur du mouvement démocratique. Les libertés ne sont plus pratiquement la même chose. On peut expliquer ça par le fait qu'on est à un régime exceptionnel ou autre chose, mais tout cela est quand même relatif et discutable. Hein. La politique même que vous êtes en train de mener est quelque part vraiment en danger, puisqu'on ne permet même pas aux gens quelquefois de manifester et d'exercer la politique telle que ça se doit. Et par ailleurs, voilà, donc, qu'est-ce qui fait qu'en réalité, quelle est cette voie que nous, on ne voit pas, que vous voyez, qui ne colle pas avec ceux sous le prisme duquel on vous avait connu par le passé? Ok, je vous ai bien entendu. Ok, donc je vais vous dire que quand vous dites que les gens se plaignent, je ne sais pas d'abord, les gens se plaignent, c'est qui? Moi, je vais vous dire Beaucoup que... de gens, vous voulez dire qui se plaignent? Non, je viens. Les gens qui sont nuitamment enlevés Non, laissez-moi vous se dire. plaignent. Laissez-moi Les vous gens dire. à qui on refuse de manifester se plaignent. Laissez-moi vous dire. Les gens, Non, voilà, tout ça. s'il vous plaît, laissez-moi vous dire. Allez-y. À la création de notre parti, nous avons fait le tour du pays pratiquement. Partout où je suis passé, j'ai sondé et j'ai vu l'opinion. L'opinion est tout à fait le contraire de ce que vous dites. Je reconnais, vous pouvez avoir votre point de vue. X, Y peuvent avoir leur point de vue. Mais si vous faites aujourd'hui un sondage dans l'opinion nationale, vous allez vous rendre compte que les Maliens ont choisi d'être résilients parce qu'un choix a été fait. De renoncer aux libertés, à leurs droits. Non, c'est ça la résilience. J'en viens. Et si on avait renoncé, s'il n'y avait pas de liberté, est-ce qu'on serait là en train de discuter? Mais c'est clair, mais il y a d'autres libertés. C'est Mais- pas ça, c'est ouais, pas la mais liberté. il y a d'autres libertés. Il y a d'autres mais libertés moi, auxquelles je on est en dis- train d'en faire. J'ai souvent dit. Ah, c'est clair, on discute. Votre liberté commence là où finit la mienne, ou la mienne commence là où finit la vôtre. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, les gens parlent. La preuve, c'est que nous sommes sur un plateau de télévision et librement, nous sommes en train de parler. C'est de une ce évidence. Il ne régime. s'agit pas. Mais je pense que il ne s'agit pas le de ces choix que j'ai libertés-là. fait, je vous ai bien Il ne dit. s'agit pas de ces libertés. Mon choix. Il y a d'autres libertés. Oui, mais qui sont- Peut-être oui, que mais- ça, il faut les énumérer. Monsieur Keïta, il est bon quand même. Parce qu'il Il est laisse bon pas. quand même que vous m'écoutez. Ok, allez-y. Moi, je vous ai dit, au-delà de parti, au-delà de lutte politique, au-delà de lutte politicienne, si vous voulez, j'ai fait le choix du Mali. Et très honnêtement, les choses se passent en ce moment. Moi, je ne dis pas qu'elles sont parfaites, parce que c'est des œuvres humaines. Il y a des erreurs, il y a peut-être même des fautes. Mais j'avoue très honnêtement que je me reconnais, moi et tous les militants avec lesquels je suis au sein de mon parti, on se reconnaît dans ce qui se passe. Maintenant, j'en viens. Vous dites qu'il n'y a pas de liberté. Vous savez depuis combien d'années on a tenté quand même de revoir la constitution de notre pays, la constitution de 1992. Désormais, nous avons une constitution. Je ne vais pas rentrer dans certains détails juridiques parce que je ne suis pas un juriste. Mais on a désormais une constitution. Vous dites que rien n'est encore fait. On est en train de refonder. Parce que, Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Monsieur le ministre, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ces libertés. Non, il y a des fondements. Il y a des fondements. Vous devrez me permettre de finir Non, je quand vais même. pour mieux vous orienter. Vous devrez me permettre de finir quand pour même. mieux vous orienter. Il y a des fondements démocratiques qui sont en cause depuis 2020, depuis que on est dans cette situation. Est-ce qu'on vous a Je vais te fondement préciser que précis. par le fondement, on va vous le dire aujourd'hui Voilà, très allez-y, clairement. allez-y. On n'a jamais vécu au Mali 5 ans avec un conseil national qui est une passoire, où il y a pas, les députés ne votent pas les lois. Ça vous engage. Non, mais c'est clair. Ça vous engage. C'est une vérité. Non. Écoutez, Monsieur j'aime pas, ouais, Keïta, effectivement. Monsieur Nous sommes Keïta, pas. Non, Monsieur Keïta. écoutez, monsieur le ministre. Non, vous devez reconnaître que c'est une sorte quand même de totalitarisme.
Pourquoi? de vivre. Pourquoi? Vivre. Non, quand même. On vous a connu quand même en tant que démocrate. Et moi, vous n'accepterez pas que nous sommes dans un régime exceptionnel, dans une situation parce que exceptionnelle. le Malien n'a jamais connu cette exception aussi longtemps. Bien, on l'a connu. On ne l'a connu que sous le régime que vous avez eu à combattre vous-même. Et pour les mêmes raisons pour lesquelles vous avez combattu, qui sont encore en train de régner. Mais reconnaissez d'accord, il va réagir après. Non, il fallait quand même que j'ai un temps pour vous dire pourquoi j'ai fait tel ou tel choix. C'est votre temps. Monsieur Keïta, reconnaissez quand même avec moi que le coup d'État est chose qu'il y a eu en 2020. Quand il arrivait, on avait affaire à plusieurs sortes de problèmes. D'abord, la rébellion qu'on vivait n'était plus la même que celle qu'on vivait dans les années 91 ou dans les années 2012. Non, cette fois-ci, il y a eu le terrorisme. Des terroristes sont venus s'ajouter à ce qu'on appelle la rébellion. Cela est clair. Il y avait une véritable crise économique mondiale à laquelle le Mali ne pouvait pas faire défaut. Le Mali vivait la même crise que vivait le monde entier. Le Mali en lui-même avait des difficultés dans la gestion même des affaires de l'État. Et ça, je l'ai reconnu avec vous. Je vous ai dit oui. Nous avons fait beaucoup de bonnes choses, mais on a fait quand même des erreurs. Nous sommes des hommes. Nous étions un parti, nous étions un régime. Il va de soi qu'il y ait de très bonnes choses, il y ait des choses moins bonnes et des choses très mauvaises, ça peut arriver. Mais dans tous les cas, on est venu de loin. Le changement de régime de 2020 a trouvé le Mali dans une situation assez difficile, très difficile. Donc, il va de soi que le CNT dont vous parlez tout de suite là, ce n'est pas question, c'est pas seulement le CNT, c'est tout le système. Il était question. Non, je viens. Il était question de refonder. Il était question de. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Il était question de refonder. Il était question de réformer. Il était question de restructurer. Acceptez avec moi que cela a besoin de beaucoup de patience. Et c'est pourquoi nous avons toujours crié, nous, au sein du PMTR, nous demandons à nos militants et à tous les Maliens la résilience et comprendre ce qui est en train de se passer. Mais vous avez vu quand même qu'on est sorti de la CEDEAO. Peut-être on va en parler. Chana a une question, certainement. Oui, avant de parler de la CEDEAO, de l'AES, vous me permettez de parler de l'insécurité qui sévit dans notre pays. Vous avez lâché un mot tout à l'heure en parlant de terrorisme. Oui. Quelle est votre lecture de la situation sécuritaire de notre pays en 2000 ? Lorsque votre régime tombait, 2020, lorsque votre régime tombait, beaucoup de régions n'étaient pas aussi gangrénées, des villages n'étaient pas déplacés, des milliers de personnes n'étaient pas déplacées, des centaines d'écoles n'étaient pas aussi fermées qu'aujourd'hui. Alors, quelle est votre lecture de cette sécurité de notre pays qui, de l'avis de beaucoup d'observateurs, malgré les efforts de notre armée nationale, quand même, a des conséquences sur les villages, sur les personnes et sur l'école. Mais ma lecture, elle est très simple, elle est toute simple. C'est vrai qu'en 2000, vous parlez de 2020. En 2020, il y avait aussi des écoles fermées. En 2020, il y avait des villages déplacés. La situation s'est dégradée au lieu qu'elle s'améliore. À votre avis, peut-être qu'elle s'est dégradée. Mais en 2020, selon les spécialistes, l'UNICEF et tout le reste, les organisations internationales, la situation se dégrade au lieu qu'elle s'améliore. Je viens. Vous saviez très bien quand même qu'aujourd'hui, tout le monde va et revient à Kidal comme ils veulent. Les gens peuvent aller comme ils veulent. Il y a des localités qu'on ne pouvait plus fréquenter jusqu'en 2020. Malgré que certaines armées étrangères étaient supposées nous accompagner, nous aider, et qui étaient là. Mais on ne partait pas à Kidal quand on veut. On ne rentrait pas à Ber quand on veut. Et pas mal d'autres endroits. Je ne peux pas vous dire qu'aujourd'hui, le pays est sécurisé à 100%, mais je peux dire que le pays aujourd'hui va beaucoup mieux par rapport à la situation sécuritaire. Cela est indiscutable. Par rapport à 2020, quand bien même que par rapport à 2020, le pays va mieux selon vous. À mon avis, aujourd'hui, le pays va mieux. Monsieur le ministre, non. Est-ce qu'il faut quantifier, tel que vous a dit, sur vraiment les meilleurs critères, c'est la quantification de ces facteurs-là, sécuritaires, dont on connaît, et sur lesquels la sécurité a une influence. C'est par exemple l'école. En 2020, il y avait combien d'écoles fermées? Aujourd'hui, il y en a combien? Je ne pourrais pas vous dire. De 2020 à aujourd'hui. À 2020 aujourd'hui, il y a eu combien de mois? À cette question. Voilà, arrêtez ça. Non, je viens à cette question, je ne répondrai pas. Parce que je n'ai pas les chiffres exacts, parce qu'il faut qu'on se comprenne. Alors que c'est la référence. Non, je n'ai pas les chiffres exacts. C'est ça que la référence. Je n'ai pas les chiffres exacts. C'est ça la référence. Moi, je ne peux pas m'hasarder à vous dire que
X écoles ou X personnes sont mortes. Ce sont les seules références. Je dis qu'il y a des morts. Non, je dis qu'il y a eu des morts et que chaque fois qu'un Malien est mort ou qu'un Malien est blessé, je suis choqué dans mon âme. Cela est clair. Et dans quelle proportion il y a eu des déplacés? Je vous ai quantifié aussi des villes qu'on ne pouvait pas fréquenter et qu'on fréquente. Je m'en vais plus loin en vous disant, en 2020, ils étaient encore là, les Français. Ils étaient encore là, la MINUSMA. Ils étaient encore là, beaucoup d'autres. Mais tous sont partis. Aujourd'hui, c'est notre armée nationale qui est en train de se battre et défendre le pays. Et les choses se passent bien. Les pays de l'AES sont résolument déterminés à quitter la CEDEAO. Une bonne chose, une bonne décision. Pourquoi, si oui? Une très bonne décision que je salue. Et pourquoi? Parce que tout simplement, la CEDEAO a choisi de nous abandonner quand on avait plus besoin d'eux. On a besoin de son ami, on a besoin de son frère quand on est en difficulté. Nous avons vécu une situation, d'ailleurs, une des causes qui ont fait que la transition continue encore, c'est notre embargo qu'on a subi, l'embargo inhumain qu'on avait subi. Et tout le monde a vécu la situation. Comment ça s'est passé, vous l'avez vu. On était privé de tout. Et jusqu'ici, ces conséquences continuent à nous peser dessus. La CEDEAO a choisi de s'aligner derrière la France. Il faut appeler les choses par leur nom. La CEDEAO a choisi d'écouter des décisions qui viennent d'ailleurs. Moi, j'ai été choqué quand j'ai entendu le président français dire « Je vais appeler tel président et lui donner des instructions ». Tout le monde l'a entendu. Vous pensez qu'avec des frères de ce genre, on pouvait tenir? Moi, je dis, nous n'avons coupé avec aucun pays membre de la CEDEAO. Mais l'organisation sous-régionale, la CEDEAO, ne répondait plus à nos besoins, ne répondait plus à nos objectifs. Oui, mais les conséquences de ces retraits, est-ce que c'est là où... Non, les conséquences de ces retraits, c'est quoi d'abord? Qu'est-ce que vous allez me dire? On va vous parler de la libre circulation des personnes et des biens. Mais avant la CEDEAO qui est née en 1975, mais on circulait partout là. Depuis l'Empire du Mali jusqu'à nos jours, on circulait partout. Vous avez plus de 2 millions de Maliens qui sont en Côte d'Ivoire. Vous avez combien de centaines de milliers de Maliens qui sont au Sénégal, qui se reconnaissent même sénégalais. Donc en réalité, la circulation des biens et des services, c'est une façon de parler. Nous avons compris que cela n'était pas une réalité dans la tête des uns et des autres. Si cela était une réalité, il fallait au moins protéger l'espace au sein duquel se trouvaient ces trois pays-là. Nous sommes quand même des pays continentaux. Moi, je reconnais que bien organiser la CEDEAO, une CEDEAO des peuples, une CEDEAO qui répond aux aspirations économiques, une CEDEAO qui politiquement règle les problèmes de la sous-région, était une CEDEAO qu'on n'allait jamais quitter. Et c'est pourquoi je dis, peut-être que de l'AES partira les États-Unis des choses d'Afrique, pourquoi pas. Okay. Donc, je reconnais et je me reconnais entièrement dans le retrait de la CEDEAO. Et aujourd'hui, je suis fier de la mise en place de l'AES. L'AES, c'est quoi? C'est le Leptako Gourma, il a existé depuis là. Et pourquoi aujourd'hui on ne se retrouve pas? Nous avons les mêmes problèmes, nous avons les mêmes difficultés. Nous avons été abandonnés par des frères. Ces frères-là, il faut qu'ils comprennent qu'on peut aussi les bouder. Et nous ne sommes pas des mendiants. Monsieur le ministre, on vous a bien écouté, entendu votre argumentaire. Maintenant, on sait que vous êtes chef de parti. Oui. Que pèse aujourd'hui votre parti sur l'échiquier national? Bon, aujourd'hui, pour parler de que pèse un parti, attendons d'abord d'aller aux élections. Je pense que le micro ne donne pas bien chez moi, ou bien? Oui, c'est bon maintenant. Oui. Que pèse votre parti sur l'échiquier politique national? Je m'en vais vous dire que notre parti existe sur l'ensemble du territoire national. Il n'y a pas de région ou de cercle où nous ne sommes pas présents. Mais la meilleure façon de mesurer la force d'un parti, c'est quand nous irons aux élections. Qu'est-ce que vous attendez pour mettre en place la section de Tombouctou? La section de Tombouctou, elle n'est pas formalisée, mais elle est déjà en place. Et moi qui vous parle, j'en suis le secrétaire général. Ça, Comment est-ce que vous pouvez en être le secrétaire général sans qu'elle ne soit formalisée? Non, mais elle n'est pas formalisée. Nous avons déjà une section provisoire en place. Et cette section provisoire, on la gère et je dirige en ce moment jusqu'à ce qu'on mette une section définitive. Et quand la section définitive sera mise en place... Chana, qu'est-ce qui se cache derrière cette question finalement? Est-ce que vous doutez en tout cas de l'implantation du parti? Notre parti. Parce que je le suis. Une référence. Je sais que les structures ont été mises en place dans beaucoup de régions. Oui. Et je n'ai pas entendu je vous donne une référence. Quand on organisait les élections référendaires, nous avons organisé, notre meeting de soutien aux frais du parti, aux frais des militants du parti, ici au CICB. La salle a refusé du monde et même la cour avait refusé du monde. C'est pour vous dire que nous sommes là.
Vous l'avez suivi. D'accord. Nous étions à Mopti. Et j'ai été invité par les militants du parti à Mopti pour aller faire la rupture du jeûne. Ça a créé beaucoup de cafouillage. Nous avons rencontré qui nous devons rencontrer. Nous avons financé au nom du parti et grâce aux frais qu'ont mis les militants en position, la campagne référendaire. Parce que nous nous reconnaissons dans ce qui se passait. Et nous estimons qu'un parti est fait pour accompagner forcément son pays. D'accord. Quelles que soient les difficultés, il faut maintenant, au fil du temps, en marchant, on corrige. Votre parti, c'est pour aller à la conquête du pouvoir ou bien c'est encore pour accompagner le pays, soutenir le pays à travers une éventuelle candidature d'Assimi Goïta? Ça dépend de ce que vous appelez le pouvoir. Le pouvoir, il y en a plusieurs sortes. Moi, je pense que même si nous arrivons Quand nous disons pouvoir, c'est très clair, il s'agit de ceux qui nous gouvernent au plus haut sommet de l'État. Oui, là, vous parlez, si notre parti serait candidat pour aller aux élections présidentielles à venir. Ou bien vous travaillez pour soutenir Assimi. Nous sommes pour le moment en train de travailler pour implanter notre parti, sensibiliser les Maliens, leur faire comprendre nos idéaux, nos objectifs, quelle est notre idéologie et pourquoi nous soutenons le système en place. D'accord. Keïta. Le moment viendra pour choisir quelle position allons-nous prendre par rapport aux élections. Nous allons présenter un candidat, nous allons soutenir un candidat, nous allons nous retrouver dans un groupement de partis politiques. Pour le moment, je ne peux rien vous dire. D'accord. Ce que je peux vous dire, c'est que le parti travaille à son implantation et à la sensibilisation des populations pour que nous puissions passer une période transitoire parfaite. D'accord. Sur une bonne période transitoire. Bien compris. Allez-y. Est-ce qu'on peut revenir sur la Très rapidement, allez-y. sur la CEDEAO, parce que je sais pas, il y en a qui quittent les temps. Allez-y. Alors qu'ils ne sont pas vidés. Oui, allez-y. Effectivement. On ne peut pas vider. Allez-y. Non. Nous gérons le temps, allez-y. La CEDEAO, moi je pense que la CEDEAO, monsieur le ministre, vous reconnaissez que ce n'est pas la première fois qu'il y a un embargo sur le Mali. Il y en a eu en 2012. Et c'était conditionné. Et si c'est arrivé au point que vous décriez et que tout le monde décrit d'abord, c'est parce qu'en réalité, il y a eu une rigidité dans les positions et qu'on n'a pas lâché comme on avait lâché sous un certain Sanogo. Oui, je suis d'accord. Ça c'est dingue. Ouais, effectivement. Non, je viens. Il faut que je vous explique pourquoi la rigidité. Il va répondre carrément, oui. Vous allez tout attention. Sauf qu'il ne peut pas perdre le fil. Non, il ne peut pas perdre le fil. La rigidité. Je vous fais. Non. Il faut que je vous explique pourquoi je vous le fais comprendre ça. S'il vous plaît, oui, allez-y. Cette fois-ci, on a été plus rigide parce qu'il a été compris que derrière la CEDEAO se cachait autre chose. La CEDEAO, aujourd'hui... Même ça, c'est discutable. Oui, ça, c'est discutable. Parce que vous n'allez pas... Laissez-moi finir, quand même. Vous n'allez pas... Derrière la CEDEAO se cachait vous n'allez pas expliquer... Derrière la CEDEAO se cachait autre chose. La France ne peut avoir de l'influence que sur les pays francophones. Moi, je connais des pays de la CEDEAO, les plus forts d'ailleurs, les plus solides, qui ne veulent pas entendre qu'en réalité, quand ils prennent leur position, ils sont sous l'influence de la France. Prends le Nigeria, prends le Ghana, ce n'est pas du tout leur position de suivre la France. Ça vous engage. Moi, je le sais. Moi, je n'ai pas spécifié de pays. Je le sais. J'ai participé à des forats. J'ai participé à des forats où nous francophones, on a été indexés pour notre trop grande allégeance vis-à-vis de la France par ces pays-là. Voilà, donc je connais un peu leur voilà ce que nous Maliens aujourd'hui. Voilà ce que nous Maliens aujourd'hui, nous avons refusé. Non, laisse-moi finir. Je continue. Non, tu me laisses finir. Il va réagir. Tu me laisses finir. Voilà ce que nous Maliens aujourd'hui, nous Maliens, nous ceux-là qui sont aux affaires aujourd'hui, refusent cette allégeance-là. C'est ce que nous refusons. C'est cette allégeance que nous refusons qui fait mal. C'est ce qu'ils disent. Voilà. Donc, moi, je pense que... Parfois, c'est des arrangements et non pas des allégeances. Monsieur Keïta, en réalité, ce que tu souhaitais, c'est qu'on ne soit pas... Il termine. Ce que tu souhaitais, poser ma question. après tous les forats que tu as assistés, tu as souhaité qu'on ne soit pas doux. Désormais, on n'est pas doux. Seuls nos intérêts comptent. Je pose ma question. Oui. Vous n'avez pas qualifié de... J'espère que vous avez compris pourquoi on a été rigide quand même. Beaucoup de personnes, je prends ça en compte. Compris et autres, là, je prends ça en compte de toute façon. Mais beaucoup de personnes parlent vraiment de cette histoire inhumaine, de sanctions humaines, illégales et autres là. Bon, peut-être illégal, effectivement, ça peut se discuter, que par inhumaine et autres là. Est-ce que vous ne pensez pas aussi que créer une organisation sans une alternative réellement viable et tout aussi inhumaine? Vous pensez qu'il n'y a pas d'alternative? On ne voit pas l'alternative par rapport
Ou bien vous n'êtes pas d'accord non, parce qu'on est en train de changer. Non, je ne vois pas. On est en train de changer. Je vois pas. On ne va pas. Le gouvernail désormais. Non, personne. Beaucoup de gens oui. qui connaissent réellement les vertus de la CEDEAO oui. et les intérêts que nous avons dans la zone ne voient pas l'alternative réelle à la CEDEAO. L'alternative réelle à la libre circulation des personnes et des biens. Excusez-moi, je suis l'accusé. Est-ce que vous appréciez le comportement de la CEDEAO quand on avait été envahi? Non, c'est ce que je dis. Non, mais personne n'apprécie quoi que ce soit. Mais je dis, est-ce qu'il faut répondre ce que vous appelez inhumain, position inhumaine, par une autre posture pratiquement que moi aussi je peux juger, d'autres peuvent juger inhumaine. Qu'est-ce que ça on va aussi accorder plus de temps de parole à l'AES, il existait le G5. Oui. Avant l'AES, il existait le G5. La CEDEAO n'a pas vocation. Est-ce qu'avant l'AES, il n'existait pas le G5? Le G5, ça existait avant l'AES. Je dis, avant l'AES, il existait le G5. Quelles sont les alternatives aux vertus économiques de la CEDEAO? Mais la preuve, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes en contact avec tous les pays qui sont à côté de nous, tous les pays qui ont toujours été en collaboration avec nous. Nous n'avons pas fermé. Parce que le retrait n'est pas encore entré en vigueur. Mais même quand le retrait va rentrer en vigueur. Non, attention. Même quand le retrait va rentrer en vigueur, les relations bilatérales resteront. Chana, elles sont ce qu'elles sont. Posez votre dernière question. Non, vous ne pouvez pas prévoir ce que vous souhaitez. D'accord. Monsieur le ministre. Oui. Chana, posez votre dernière question. Vous avez parlé de... Ce que je crains, non pas ce que... Keta, s'il vous plaît, vous Moi, n'avez pas la parole. Parce que je ne suis pas d'accord avec vous. Vous avez parlé de relations bilatérales tout à l'heure. En ce moment, il y a un grand forum en Chine, forum Afrique-Chine, où est présent une forte délégation malienne dirigée par Assimi Goïta. Est-ce que vous pensez que la Chine pourrait être une alternative à la France? Pourquoi pas? Expliquez-vous. D'abord, je vais dire que la Chine, depuis aux premières heures de notre indépendance, la Chine est à côté du Mali. Comme la Russie d'ailleurs, parce que je sais que vous en viendrez. Comme la Russie d'ailleurs. Les toutes premières unités industrielles que nous avons connues au Mali, est-ce que c'est la France qui les a construites? Est-ce que c'est la France qui les a installées? Non. Les sucreries qui sont à Diachos, à Dougabougou, à Seribala, la Comatex qui est à Ségou, et tant d'autres, ce n'est pas la France. Les Chinois ont toujours été à nos côtés. Économiquement, politiquement. D'ailleurs, à la veille des choses, aux premières heures des indépendances, n'oubliez pas qu'on avait un régime qui se voulait socialiste quand même. On était plus proche de la Chine que d'autres pays. Mais la France étant ce qu'elle est, la France se bat. La France installe des bases un peu partout. Vous croyez que c'est pour faire quoi? Donc en réalité, nous avons la conviction aujourd'hui que le monde est en pleine mutation. Nous avons la conviction que la Chine, elle a toujours compris, mais elle a mieux compris aujourd'hui, tout comme la Russie. Donc la réorganisation qu'on va connaître désormais, la restructuration qu'on va connaître désormais dans ce monde-là, va obliger les uns et les autres à revoir leur positionnement. Vous pensez que c'est salutaire que de rester une Afrique avec plus d'1,4 milliard d'habitants, sinon 1,5 milliard d'habitants aujourd'hui, on n'est pas membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies? Vous pensez que ça honore l'Afrique? Ça aussi, c'est la faute de la France. Ça, c'est la faute des Africains. Parce que la France même est arrivée à ses objectifs parce que nous avons été doux. Il l'a dit tantôt. Et je le dis, c'est parce que nous ne sommes plus désormais doux que nous devenons amers. Nous sommes accusés de l'être. Non, nous sommes accusés. Nous sommes accusés de l'être. Je n'ai pas dit ça. Tu as dit, il trouve qu'on est allégeant. Non, jamais. Il trouve qu'on est allégeant. Et moi, je n'ai pas dit. Tu sembles le défendre. C'est pas moi qui l'ai dit. Tu sembles le défendre. Non, mais M. Keïta, tu sembles défendre cette position. Monsieur le Président, tu sembles. Tenez compte. Continuez. Donc, moi, je vais dire, non, il ne va pas me distraire. Il faudrait quand même qu'il comprenne que ce n'est pas moi qu'on va attraper à ce niveau. Il faut qu'il comprenne cela. Il faudrait qu'il comprenne que la Chine aujourd'hui a compris. Et d'ailleurs, les Occidentaux le savent. La France sait très bien. Et d'abord, je les vois d'abord s'agiter à leur niveau. Ah bon? Elles-mêmes qui se disent la grande école de démocratie, aujourd'hui, tout le monde voit ce qui s'y passe. Ce qui se passe en France aujourd'hui, tout le monde le voit. Donc je vais dire que la Chine, moi j'ai la conviction, après 50 jours quand même que l'autre a démissionné, il a traîné pour avoir un Premier ministre. Et ce Premier ministre là, on est en train de parler même de marcher contre. Nous sommes à nos 5e année. La France n'est pas mon affaire. Il est sur le fil du rasoir. Voilà, je ne suis pas sur la France parce qu'elle ne m'intéresse pas. Mais la Chine, j'ai la conviction
que le partenariat qu'on est en train de renforcer, qu'on veut désormais un partenariat stratégique, je ne sais pas, vous avez suivi, c'est que le président chinois a dit, le partenariat de haut niveau qu'on est en train de mettre en place avec la Russie et d'autres pays et d'autres permettront au Mali, Inch'Allah, je sais bien, de se remettre en marche et permettrait à l'AES de se repositionner et de faire en sorte que l'AES soit désormais enviée. Vous savez qu'il n'y a que nous qui avons besoin de ces pays-là. Moi, je pense que notre continentalité est plutôt une richesse. Il y a un pays, il y a des pays parmi ceux-là qui demeurent encore au sein de la CEDEAO qui ont souci aujourd'hui, qui savent très bien que si jamais le Mali ferme le robinet, parce que beaucoup de gens ne le disent pas. Nous aussi, on a des robinets qu'on peut fermer. On n'est pas convoité. Au Sénégal et on n'est pas convoité pour la beauté de nos visages. On est convoité par rapport à ce que nous sommes et ce que nous avons. Et cela est important. On va laisser du port autonome de Dakar. Je vais rebondir sur la Chine. Il y a le lithium derrière lequel tout le monde court aujourd'hui. Il y a l'or derrière lequel tout le monde court aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez de ce que la Chine... Poser la dernière question. D'abord la Chine. Je vais poser la Chine. Ce que vous pensez vraiment de ce que la Chine est en train de causer comme malheur à nos villageois en détruisant l'environnement du Mali un peu partout, simplement parce que est-ce que vous pensez que ce que nous tirons de la Chine peut compenser ce qu'ils sont en train de faire en termes de destruction de notre environnement? Vous savez, qu'est-ce que vous appelez d'abord? Ça c'est la question. Qu'est-ce que vous appelez? Ça c'est la question. Ça c'est les coupes aveugles, destruction de nos villages. Les coupes aveugles de bois sans reboisement. Tous les villageois sont en train de se plaindre de ça. À Kenyeba, à Kangaba, un peu partout. Même les eaux avec les dragages. Vous êtes tout ça. Vous êtes peut-être les seuls à ne pas être au courant de ça. C'est tout ça. C'est tout ça qu'on est en train de corriger en ce moment. Je viens. C'est tout. Non. Vous posez la question. Cette question, vous avez dit que c'était la question. Je vais brancher 2 questions. Ensuite, vous allez répondre à toutes. Allez-y, puisque c'est la dernière question. Qu'il aille à 3, mais en tout cas, il faut que j'ai le temps de répondre. Vous allez répondre. Parce que c'est sa dernière question, pas ses dernières questions. J'avais un rebondissement à faire et puis bon, il m'a mis à ma dernière question. Allez-y. Et aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique de réconciliation nationale à l'interne. Et nous sommes arrivés à la phase vraiment de rédaction d'une charte de la réconciliation pour la paix et la réconciliation. En même temps, parallèlement, nous avons des bisbilles, des tensions avec le grand voisin que vous connaissez qui est l'Algérie. Est-ce que vous pensez que ce que nous cherchons comme paix et stabilité est possible dans cet environnement, dans ce contexte de tension avec ce voisin qui a toujours joué un rôle dans le processus malien? Et pourquoi pas? Je sais que c'est la question. Non, je viens. Écoutez mes arguments. Pourquoi pas? Allez-y. On n'a pas dit qu'il n'y en a pas pour vous dire pourquoi pas. Mais je viens. Je viens. D'abord, l'idée même de partir à une charte nationale de réconciliation, de paix et de réconciliation est venue du dialogue intermalien. Et vous avez vu la promptitude par laquelle le président a mis en place tout de suite le comité de rédaction de l'avant-projet qui va être validé, bien entendu. Donc c'est déjà une preuve de bonne foi. Mais ce n'est pas parce qu'il est dit qu'on est en train de travailler à aller à une réconciliation apaisée, à un dialogue apaisé et à nous retrouver, à nous asseoir, à discuter, à nous entendre, qu'on va se laisser faire. Non. Moi, je partage la position du gouvernement. Le gouvernement est en train de travailler. Pourquoi convoquer un dialogue intermalien? Pourquoi convoquer tous les Maliens à discuter et aller à cette charte nationale de paix et de réconciliation? C'est parce qu'on a l'intention d'aller effectivement vers la paix. Vous savez peut-être mieux que moi. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, au moment où les gens discutaient, mais on était en train de s'entretuer. Et ça, c'est tous les conflits au monde. C'est comme ça que ça se gère. On ne fait pas taire les armes parce qu'on est en train de discuter. Nous sommes dans un contexte interne. Nous sommes dans un contexte interne. Vous n'allez pas me dire, M. Keïta, que la déclaration des Ukrainiens, vous l'avez entendu. Vous ne pourrez pas me dire que désormais nous sommes seulement dans un conflit à l'interne. Le problème, le conflit est en train d'être internationalisé et ça a été dit par des voix autorisées. On est en train de gérer notre processus, c'est un processus interne. Non, M. Keïta, malheureusement, je ne suis pas d'accord avec vous. Reconnaissez avec moi que les Ukrainiens, par voie autorisée, ont déclaré haut et fort qu'ils ont donné un coup de main à ceux-là qui nous déstabilisent. Ce n'est pas de cela qu'on parle. C'est pas ça le sujet ici. C'est ça le sujet. Parce que tu parles de réconciliation et de bisbilles. Tu parles de réconciliation et de bisbilles. Monsieur le ministre, c'est intéressant de discuter avec vous, de débattre avec vous, mais nous sommes malheureusement au terme des débats pour le compte de cette audience. À présent, le jury va
se retirer pour procéder à la délibération. Keita, nous Moi, sommes, pas besoin de vous le dire, dans les Président. secrets de la Je délibération. n'ai pas besoin de vous le dire, Président, combien je suis quelque part en beaucoup de sujets quand même, sur beaucoup de points. C'est peut-être même la majorité des points en désaccord avec le grand frère ici, ça c'est une évidence, ça c'est clair. Mais il faut reconnaître quand même qu'il est dans son rôle. Il soutient avec loyauté, il soutient avec fidélité, il soutient, il est dans la logique de son engagement de soutenir. Ça aussi c'est une vertu. D'être dans la logique de son engagement, c'est s'assumer. Je pense qu'il a assumé jusqu'au bout, même si je pense que ce qu'il est en train d'assumer, il est en train de l'assumer peut-être même contre ses propres intérêts en tant que politique. Puisque la situation que je vois, je ne la vois pas en faveur vraiment de l'exercice même de la politique, alors qu'il est sur le terrain politique. Et je ne saurais vraiment vous dire de le condamner pour ses prises de position qu'il avait déjà assumées avant même de venir ici, et par rapport auquel il a affiché une grande fidélité, une grande loyauté. Et ce n'est pas parce que c'est un grand frère, hein, mais c'est parce que je le juge aussi par rapport, comme Chana l'a dit dès le départ, à son courage d'affronter les questions, à son courage d'affronter ce grand jury pendant que beaucoup l'abandonnent. Ça aussi, c'est une autre qualité qui peut être retenue à son crédit, et pour justifier ma position de vous dire de le libérer. Chana. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, l'accusé Baba Moulay a-t-il répondu à toutes les interrogations? Monsieur le Président, l'accusé a-t-il répondu à toutes les interrogations? La réponse est positive. Il a répondu à toutes les interrogations. A-t-il répondu dans le cadre de principe? Je pense oui. A-t-il répondu dans le cadre de sa conviction, du soutien qu'il affiche au gouvernement? A-t-il fait volte-face? Que non, Monsieur le Président. C'est un accusé droit dans ses bottes. Un accusé qui soutient. Mais ce qui m'étonne, il soutient sans aucune retombée politique. Il n'a aucun poste. Aucun membre de son parti n'a un poste politique ou administratif. Il soutient, j'allais dire, les yeux fermés. Il soutient sans voir Assimi, sans voir le colonel Ouagué, sans voir les autres. Voilà un véritable soutien, sans hypocrisie, Monsieur le Président. C'est du soutien comme ça que la République a besoin. Un soutien désintéressé, Monsieur le Président. Il soutient parce qu'il y croit. Il soutient parce qu'il pense qu'il s'agit du Mali. Et pour le Mali, il est prêt à tout faire, Monsieur le Président. Libérez-le. Le régime actuel a besoin de lui. Et j'interpelle à Assimi pour qu'il accorde une attention particulière pour son parti. Et non pour ceux qui sont seulement ouk. Non. C'est un soutien sincère. C'est un soutien sincère, Monsieur le Président. Le régime, Assimi, que j'appelle souvent le régime putschiste, ce régime a besoin de lui. Libérez-le pour qu'il continue son soutien. Libérez-le droit dans ses bottes, fidèle, vertueux, loyal, courageux. Ce sont les qualités que j'ai pu entendre de vos différents réquisitoires. Au bénéfice donc de ces deux réquisitoires largement favorables à l'accusé, il me plaît de le libérer purement et simplement des liens de l'accusation. Par conséquent, Baba Moulay est quitté, il peut rejoindre ses camarades du parti pour mener son combat. Un dernier mot. Merci bien, M. Sidibé. Et je vous remercie. Je remercie votre chaîne, Renouveau TV, qui donne l'occasion aux hommes et aux femmes de ce pays de se prononcer selon leurs convictions. Et un bel espace parce que nous avons la possibilité de nous contredire et de nous contredire en démocratie, de nous contredire objectivement et de nous contredire et rester frères. Et c'est ça aussi la beauté de ce pays. Donc j'avoue très honnêtement que les deux magistrats que j'ai en face de moi, Monsieur le Président, j'ai beaucoup appris, c'est vrai, même si
M. Keïta a raison, on n'a pas été d'accord sur plusieurs points. C'est ça aussi la beauté du débat. C'est ça aussi la démocratie. Je reste un démocrate, je reste un homme convaincu que je ne sais pas tout et que toutes mes visées ne sont pas certainement les meilleures. Mais mon choix, il reste mon choix. Ma conviction, elle reste ma conviction. Seul le Mali contre moi, qui qu'il soit au devant du Mali, je te soutiendrai en toute responsabilité, avec raison, tout en te disant, quand ça ne va pas ici. J'ai l'habitude de dire que les hommes d'État doivent savoir garder le silence. Certaines questions se gèrent à l'intérieur pour que l'on puisse amener le bateau à bon port. Ça, vraiment, vous faites allusion à Choguel ou... Bon, Il aurait pu dire le train au lieu du bateau. Je ne dirais pas le train, je dis le bateau. Parce que c'est le bateau qui nous a causé beaucoup de problèmes il y a juste un an. D'accord. C'est ça, je n'arrive pas à oublier, mon cher. Et je sais que tu n'oublieras jamais le bateau, toi aussi. Clair, Tu as été ministre du bateau aussi. Oui, bien sûr que tu l'as été. C'est donc merci beaucoup. ok, merci. Merci beaucoup. C'est Et sûr. dans l'espoir de revenir. Inch'Allah. Inch'Allah. C'est sur ces mots de sortie empreints de beaucoup d'humilité que je mets fin à cette émission de ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Encore une fois, clin d'œil à toutes nos populations du côté de la région de Tombouctou. Au revoir.